C'est une claque monumentale. Je n'arrive toujours pas à me remettre de l'angoisse que ça déclenche. Le grand secret de René Barjavel, Une plongée vertigineuse dans notre peur la plus ancienne, l'angoisse de la mort, et cette folie destructrice d'essayer de la vaincre. étouffant. Il y a cette jeune scientifique Jeanne, poussée par une passion absolue. Du jour au lendemain, le laboratoire de son amant part en fumée, il disparaît dans le néant, et l'instant d'après, elle échappe de justesse à un enlèvement brutal en pleine rue. La découverte de l'éternité qui se transforme au final en la pire condamnation à mort pour l'humanité. C'est à peine croyable de réaliser ça. Car si cette vérité éclate, ce n'est pas seulement la fin d'un secret d'État, c'est l'effondrement total de notre civilisation. Et l'engrenage est juste fascinant. Tout démarre sur un détail presque, anodin au début. On est en janvier 1955. Ouais, en pleine paranoïa de la guerre froide. Exactement. Le monde est tétanisé. Et là, le pandit Nehru, qui est quand même la figure tutélaire de l'Inde, reçoit un simple coup de fil. Juste un appel. Un appel de Sri Baramdis Baba, un biologiste de génie doublé d'un sage hindouiste immensément respecté. Le genre d'homme qui ne panique absolument jamais, quoi. C'est ça. Sauf que là, au téléphone, il est terrifié. Il exige de voir Nehru immédiatement à Bombay. Et ce qui frappe d'emblée, pour le coup, c'est la réaction totalement disproportionnée du pouvoir politique. C'est clair? Nehru, il pose même pas de questions, il annule tout son agenda diplomatique, il saute dans un avion et il s'enferme avec Baramdis Baba pendant plus de 5 heures. 5 heures du huis clos étanche. Voilà. Et personne ne sait ce qui se dit dans cette pièce, mais la bascule s'opère à la seconde, littéralement à la seconde où la porte s'ouvre. Ouais, Le monde entier semble frappé par une espèce d'épidémie de folie furieuse, mais très méthodique, très silencieuse. Des chercheurs de pointe commencent à s'évaporer dans la nature. Leurs laboratoires sont méthodiquement réduits en cendres, détruits avec une précision chirurgicale. et cette onde de choc, elle finit par frapper de plein fouet Paris. Mhm, mhm. On a Roland, un chercheur brillant en biologie cellulaire, qui disparaît dans l'incendie de son propre centre de recherche à Villejuif. Il ne reste plus rien de lui, pas un corps calciné, pas un indice, rien, juste des cendres froides. C'est glaçant. C'est terrifiant. Et Jeanne, donc son amante et collègue, elle refuse catégoriquement la thèse officielle de l'accident. Elle sent que quelque chose est vraiment pourri dans cette histoire. Elle a cet instinct, ouais. Et ses soupçons se confirment quand, à peine quelques jours plus tard, elle échappe de justesse à une tentative d'enlèvement d'une violence inouïe. En plein jour, dans la rue. Mais laisse-moi rajouter une couche sur la bizarrerie du truc, parce que la situation globale est encore plus folle. Vas-y. En creusant un peu le contexte géopolitique de l'époque, on tombe sur une aberration totale. Dans l'ombre, les plus hautes instances de l'État recommandent secrètement à certains scientifiques de se laisser kidnapper en douceur. Attends. Quoi? Bah ouais, des enlèvements d'État coordonnés à l'échelle internationale avec la bénédiction des victimes elles-mêmes. La raison semble avoir complètement déserté la planète à ce moment-là. C'est quand même super difficile à avaler. Des gouvernements qui organisent le kidnapping de leur propre cerveau sans déclencher une troisième guerre mondiale, on nage en plein délire paranoïaque là. C'est justement ça qui rend le mystère si oppressant. C'est une logique de confinement d'urgence absolue. Sauf que Jeanne, elle s'en moque éperdument de ces logiques d'État. Ah oui, elle en a rien à faire. Elle est animée par une force brute, primaire. Elle veut juste retrouver l'homme qu'elle aime. Donc, elle fonce tête baissée. Elle contacte des politiciens, des scientifiques, des barbouzes, et elle se heurte systématiquement à un mur de béton armé. Un silence de mort. Personne ne lâche un mot. Ceux qui savent sont littéralement pétrifiés de terreur. C'est une lutte complètement inégale contre un oubli imposé. Mais la question qui rend fou là-dedans, c'est de savoir ce qui a bien pu être dit pendant ces 5 fameuses heures à Bombay, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui peut déclencher une terreur pareille chez les hommes les plus puissants de la planète? Et c'est là qu'on découvre que la menace n'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas une bombe bactériologique, c'est pas une nouvelle arme soviétique ou je ne sais quoi. Non, C'est le JL-3, le fameux JL-3. le relais ultime. Le JL-3, ce n'est pas une destruction, c'est une cure. Il stoppe net le processus de vieillissement et détruit instantanément toute forme de maladie. C'est dingue. Les cellules se régénèrent parfaitement, le corps est figé dans son état optimal, il devient invulnérable. En fait, c'est l'immortalité, pure et simple. Grand fantasme millénaire de l'humanité, servi sur un plateau d'argent. Mais la réalité de cette découverte, c'est un piège sadique. Ah bah oui, totalement. L'immortalité n'est pas un sérum qu'on s'injecte volontairement dans une clinique privée. Le JL3, c'est un virus. C'est ça le pire. Il est hyper contagieux.
Il se transmet par l'air, par le simple contact, par la salive, à une vitesse fulgurante. L'immortalité est une maladie qui s'attrape, et dont on ne guérit jamais. Ce qui soulève un conflit d'une violence inouïe, tu vois, à la fois sur le plan spirituel et matériel. Prenons d'abord l'angle spirituel avec Banaba. Ouais, le biologiste indien. Exactement. Pour un hindouiste fervent comme lui, c'est une hérésie terrifiante. Dans sa vision cosmique, la mort, c'est une porte indispensable. C'est le mécanisme de purification de l'âme, l'étape obligatoire pour se réincarner et finir par s'élever. C'est le cycle de la vie, quoi. Voilà. Supprimer cette porte, c'est condamner les âmes humaines à croupir éternellement dans la même enveloppe de chair. C'est transformer la Terre en un bagne spirituel infini. C'est profond. Et franchement, même sans être croyant, il suffit de faire les calculs. Sur le plan purement mathématique, pragmatique, c'est l'apocalypse instantanée. Oh oui. On connaît tous le concept du piège malthusien. Cette théorie qui dit que la population croît de manière géométrique, alors que les ressources, elles, croissent de manière arithmétique. Exactement. Mais là, c'est le piège malthusien sous stéroïdes. Imaginons une population mondiale où plus personne ne meurt. Jamais. Pas de vieillesse, pas d'accident vasculaire, pas d'infection. 0 décès. 0. Mais où l'instinct de reproduction, lui, continue de tourner à plein régime. La courbe démographique ne monte plus, elle forme un mur vertical. En l'espace d'une seule génération, la planète entière serait littéralement recouverte d'êtres humains. Imaginons le pire, chasser-croiser des vacances d'été sur l'autoroute, là, avec les bouchons interminables. L'horreur. Mais ça, partout, tout le temps, pour l'éternité. La famine mondiale exploserait en quelques mois, l'épuisement total des ressources en quelques décennies, l'entassement serait insoutenable. C'est irrespirable rien que d'y penser. La mort, paradoxalement, c'est le seul mécanisme tragique qui permet à la vie de perdurer sur Terre. Sauver l'humanité de la mort, c'est la condamner à l'asphyxie globale. Et c'est ce constat terrifiant qui force les dirigeants de ce monde à commettre l'impensable. La menace est tellement imminente qu'elle provoque une réécriture secrète de l'histoire contemporaine. C'est la partie qui m'a le plus fasciné, je crois. C'est brillant. Les pires ennemis de la guerre froide, ces blocs opposés qui passaient leur journée à se menacer d'anéantissement nucléaire, sont soudainement obligés de s'allier. Tous dans le même bateau. Nehru entame une tournée mondiale frénétique. Il s'assoit avec Eisenhower aux États-Unis, avec Khrouchtchev en URSS, avec Mao en Chine, avec le général de Gaulle en France. Tous. Sans aucune exception, face à l'horreur des équations mathématiques du JL3, ils acceptent de porter ce fardeau. Attends, la logistique de ce secret me rend fou. Comment on fait pour cacher une découverte scientifique majeure qui a déjà fuité dans plusieurs laboratoires mondiaux sans alerter l'opinion publique? C'est un travail d'orfèvre macabre. Et surtout, comment cette alliance de l'ombre s'imbrique-t-elle dans les grands traumatismes historiques? On en vient à reconsidérer des événements fondateurs. Par exemple, l'assassinat de John Kennedy. Ah, ce passage. On pourrait se demander si ce n'était pas l'œuvre d'un tireur isolé, mais plutôt une exécution froidement orchestrée par cette alliance secrète. L'hypothèse est glaçante, je suis d'accord, mais elle est d'une cohérence redoutable dans ce contexte précis. Kennedy était connu pour son idéalisme, sa volonté de transparence. Oui, il voulait tout dire au peuple. Or, la transparence ici signifie l'extinction de la race humaine. Un président prêt à briser le pacte de silence pour des raisons morales devenait de fait la plus grande menace pour la survie de la Terre. Il fallait l'éliminer. C'est tragique. Tout ce grand théâtre de la guerre froide, la détente Est-Ouest, la course aux armements, tout ça n'était qu'une immense illusion de prestidigitateur, un rideau de fumée gigantesque pour gérer la crise du JL3. Et pour maintenir ce rideau de fumée, il faut des chiens de garde, des gens de terrain, comme Samuel Friend. Oh, Friend. Ce super agent américain, le sommet de la chaîne alimentaire de l'espionnage, le type y passe sa vie à assassiner, à manipuler, à pourchasser des espions russes, persuadé au fond de lui de sauver le monde libre. Alors que la réalité... La réalité, c'est qu'il n'est qu'un exécutant aveugle. Il ne sait même pas ce qu'il protège. Mais c'est la condition sine qua non de la rusté d'un tel complot. Les exécutants doivent être compartimentés. Les dirigeants déploient des trésors de manipulation, ordonnent des meurtres de sang-froid, dissimulent le remède miracle de l'humanité, mais uniquement pour que notre monde puisse continuer à souffrir, à vieillir et à mourir. C'est un sacrifice utilitariste implacable. Le cynisme est insoutenable, oui. Et pendant que ces géants, ces chefs d'État, jouent l'avenir du monde aux échecs, Jeanne, elle, continue de gratter la terre à main nue. Elle lâche rien.
C'est là que le rythme de l'histoire prend une dimension vraiment épique. On ne parle pas de quelques mois d'enquête, on parle de 17 ans, 17 longues années. de fausses pistes, de portes fermées, de traques obsessionnelles. Cette persévérance, elle frôle la folie. Elle passe près de 2 décennies à compiler des bribes d'informations, à étudier les moindres anomalies dans les disparitions de savants, à remonter une piste que les services secrets les plus puissants du monde ont pourtant tenté d'effacer. Elle est seule contre tous, La charge mentale d'une telle quête est écrasante. jusqu'au point de rupture. Son enquête acharnée l'amène littéralement au bout du monde. Elle réussit l'exploit de se faire parachuter au beau milieu des glaces inhospitalières des îles Aléoutiennes. L'îlot 307. Le fameux sanctuaire. Une forteresse ultra secrète, un rocher perdu dans l'océan, encerclé jour et nuit par des navires de guerre qui ont l'ordre strict de couler tout ce qui s'en approche. Et là, sur cette île, c'est le choc frontal. Elle retrouve enfin Roland. Sauf que, après 17 ans de séparation, de rides accumulées pour elle, de fatigue physique et morale, le visage de Roland, lui, n'a pas bougé d'un millimètre. Pas une ride. Il a toujours la peau lisse et l'apparence fraîche d'un homme de 30 ans. Le temps a complètement glissé sur lui. Et c'est ici que l'illusion du paradis vole en éclats. Cet îlot 307, ça n'a rien d'un Éden. C'est un microcosme dystopique poisseux. Vraiment poisseux. C'est le lieu de rassemblement de tous ceux qui ont été infectés par le JL3 ou qui travaillent sur le virus en autarcie. On pourrait naïvement espérer qu'une société d'êtres humains libérés de l'angoisse de la mort s'élève vers une sagesse philosophique infinie, qu'ils deviennent des bâtisseurs pacifiques, tu vois. Sauf que la nature humaine est très, très têtue. Sans le coup près de la mort, la vie perd toute son urgence. C'est exactement ça. L'ennui s'installe. Un ennui lourd, mortifère, oppressant. Et surtout, la biologie ne suit absolument pas le rythme de cette éternité artificielle. Les corps sont immortels, d'accord, mais les cerveaux reptiliens et les instincts primaires n'ont pas reçu la mise à jour. L'instinct de reproduction continue de dicter sa loi aveuglement. La nature ordonne aux corps de se reproduire dès qu'ils sont biologiquement prêts. Résultat, et c'est horrible à dire, on voit des gamines de 13 ans tomber enceintes. C'est choquant. Aucune structure sociale classique ne résiste à cette pression. Les mariages, les familles, les carrières, tout ça perd totalement son sens quand on a des milliers d'années devant soi, enfermés dans une cage de quelques kilomètres carrés. L'enfer sur Terre, c'est de passer l'éternité coincé avec les hormones d'un adolescent de 13 ans. Non merci, quoi. Ah bah c'est sûr. La surpopulation, ce cauchemar que le monde entier voulait éviter à tout prix, ronge cet îlot de l'intérieur. Ils sont condamnés à s'entasser de plus en plus, coupés du monde extérieur, sans aucun espoir d'évasion. La vie éternelle se transforme en une peine de prison incompressible. Et au milieu de ce cloaque de dieux déchus et déprimés, on a Jeanne. Notre mortel. Elle détonne complètement. À 50 ans, elle porte les stigmates du temps et des épreuves. Face à Roland, qui est figé dans une jeunesse contre nature, le contraste est presque obscène. Mais le plus troublant reste cette anomalie scientifique majeure. Jeanne s'avère imperméable au JL3. Inexplicablement. Elle est immunisée. Elle vit au milieu du virus. Elle le respire tous les jours. Elle dort à côté. Mais son organisme le rejette en bloc. Elle reste mortelle. C'est le grain de sable dans l'horlogerie parfaite de l'éternité. Elle est la seule horloge biologique qui continue de faire tic-tac au milieu d'un temps gelé. Une anomalie vivante. Mais l'équilibre de cette île est beaucoup trop précaire. C'est une vraie cocotte minute sociale. Et l'étincelle qui va tout faire exploser vient, en toute logique, de la nouvelle génération. Les enfants nés sur l'île. Ces jeunes qui ont hérité de l'immortalité sans rien demander à personne, mais qui ont aussi hérité de la réclusion à perpétuité sur un caillou glacé. Ils n'ont rien connu d'autre. Jamais vu le monde, jamais connu la liberté de voyager, de découvrir. Leur frustration viscérale se transforme très vite en une rage systémique. Ils refusent ce destin carcéral et déclenchent une révolte d'une sauvagerie inouïe. L'ordre fragile qui maintenait ce laboratoire à ciel ouvert s'effondre totalement. C'est une guerre civile entre immortels. Voilà. Et dans ce chaos indescriptible, une silhouette familière refait surface. Samuel Friend. Le super agent. Il est sur l'île. Et pas pour couler des jours heureux en profitant de l'éternité, évidemment. Il a été missionné avec un rôle très précis, terrifiant. Il est le gardien ultime, le bourreau de la dernière chance. Parce que sous les fondations de cet îlot, enfoui dans la roche depuis 17 ans, dort une bombe atomique thermonucléaire. C'est la solution finale prévue par la coalition des chefs d'État. Les ordres de Friend sont dénués de toute ambiguïté.
Si le chaos sur l'île devient incontrôlable, s'il y a le moindre risque de brèche, la moindre chance qu'un seul individu porteur du virus parvienne à fuir et à attendre le continent, Quel qu'il soit. la consigne est de pulvériser l'îlot 307, de vitrifier chaque centimètre carré de cette terre. C'est le dilemme ultime. La révolte gronde partout. La sécurité est compromise. La fuite d'un infecté n'est plus une vague hypothèse, c'est une certitude imminente. Le doigt de Samuel Freund frôle le détonateur nucléaire. La tension est palpable. L'éternité, le remède suprême à toutes les maladies humaines, risque d'être vaporisée dans une boule de feu radioactive, emportant Jeanne, Roland et des milliers de vies. Tout ça pour protéger le reste de l'humanité et lui garantir le droit de continuer à mourir. Un climax d'une tension épouvantable. Fresne va-t-il presser ce bouton et rayer cette utopie cauchemardesque de la carte? La bombe explosera-t-elle à temps? Ou bien, Ou bien une poignée de survivants désespérés parviendra-t-elle à s'enfuir sur les flots sombres, emportant dans leur sang la maladie de la vie éternelle pour contaminer et détruire notre civilisation? c'est exactement ce qui rend cette exploration narrative si addictive. On a le doigt posé sur un détonateur et tout l'enjeu est de savoir si l'on préfère mourir brûlé vif aujourd'hui ou vivre éternellement empilés les uns sur les autres demain. Pour découvrir le sort de Jeanne et l'issue de ce compte à rebours macabre, il n'y a pas d'alternative. Il faut se plonger dans ces pages et vivre cette angoisse par soi-même. Et même une fois l'histoire refermée, il y a cette question vertigineuse qui continue de résonner. Si la science réussissait réellement l'exploit de figer notre biologie à son apogée physique, ne figerait-elle pas tout autant, et de manière totalement irréversible, notre évolution émotionnelle et morale? Sans la présence viscérale de notre propre mort, sans cette urgence implacable que nous impose le chronomètre de notre existence, ne perdrions-nous pas tout simplement la substance de ce qui nous rend fondamentalement humains? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.